Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ce 51e live des questions et réponses sur l'Ayurveda, la médiumnité, la spiritualité avec moi, Joyce Willem-Ledon. On a donc fait une pause pendant 2 mois parce que le YouTube Live repose sur les questions que nous recevons. Et jusque-là, nous n'avions pas assez de questions pour faire un YouTube Live. Donc, si vous voulez que le YouTube Live continue, envoyez-nous vos questions sur notre compte Instagram. Vous pouvez envoyer ça quand vous voulez dans le mois pour qu'on puisse continuer à diffuser des connaissances, puisque toutes les questions auxquelles je réponds sont des questions qui ont été posées par des personnes, soit en live, soit sur le compte Instagram. Aujourd'hui, on va accueillir un invité qui est rentré chez Ayurveda et Conscience il y a maintenant 6 mois. Il s'agit de Michael Dartier. Bonjour Michael, Bonjour Joyce, comment vas-tu? ça va, merci. Est-ce que donc Michael, c'est le nouveau formateur pour le cursus thérapeute corporel ou plutôt masseur selon la médecine traditionnelle ayurvédique. C'est un cursus qui dure 1 an et qui forme aux principaux massages de l'Ayurveda d'une part et qui donne toutes les connaissances théoriques autant dans l'utilisation des huiles que la physiologie, que l'anatomie également, pour que vous puissiez pratiquer au bout d'1 an et notamment être référencé par la Fédération française d'Ayurveda. Michael, est-ce que je te laisse te présenter peut-être aux personnes qui nous regardent? Allez, avec plaisir. Donc, Michael Dartiheim, je suis praticien en Ayurveda, j'exerce à Paris, dans le 9e, et j'ai ouvert un deuxième cabinet à Sancerre, à la campagne, dans le Cher, depuis 2 ans maintenant. Donc, j'accueille des personnes pour des consultations, des massages, et également des ateliers. Voilà. Je suis un passionné de la santé naturelle et plus particulièrement de l'Ayurveda. Je suis tombé dans le chaudron il y a très longtemps, d'abord par le yoga, puis la méditation et l'alimentation. Et ensuite, j'ai décidé vraiment d'étudier un peu plus en détail. Et voilà, passionné et heureux de pouvoir maintenant transmettre au sein d'Ayurveda et Conscience. Bah, en tout cas, on est ravis que tu nous aies rejoints. Il faut quand même dire que ta première formation s'est ultra bien passée. Tout le monde était super content, mais ça, on le Super. savait d'avance. Donc ça, ta première formation, c'était sur le Shirodhara. On avait organisé ça donc à Neuilly. Et donc, les commentaires, c'est que tu étais un excellent formateur. Ah ben, super. Et du coup, ton prochain module, c'est les huiles thérapeutiques selon l'Ayurveda, donc du 21 au 22 mars. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce module? C'est de quoi ça parle? C'est quoi le programme? Combien ça Mhm. coûte? Comment on s'inscrit? À qui ça s'adresse? Ok, très bien. Alors, les huiles thérapeutiques, en fait, on a peut-être précisé pour tout le monde pourquoi on a monté ce module. On est parti du constat que, effectivement, en Ayurveda, on a des huiles à disposition. Les plus courantes sont sésame, l'huile de coco, l'huile de moutarde pour cibler Vata, Pitta, Kapha. Mais on voulait aller au-delà et proposer donc aux praticiens ou même des personnes pas forcément à vocation professionnelle, leur expliquer que sensibiliser les gens en fait sur l'importance du choix d'une huile. Hein, l'huile, elle fait à peu près 50% du travail lors d'un soin. Expliquer aussi la fonction thérapeutique de l'huile et la manière dont une huile va agir sur les doshas, sur les dhatus. Euh, voilà, donc l'idée, c'était de sortir un peu d'une vision parfois simplifiée et puis en tant que praticien, on peut avoir une zone de confort où on va utiliser certaines huiles. Là, Oui. l'objectif, c'est d'en proposer d'autres, d'en Mm, découvrir d'autres. mm. Et justement, enfin, j'ai préparé un programme, alors très pédagogique, c'est sûr. On va commencer par les bases, on va parler de la physiologie de la peau, la pénétration des huiles dans les tissus,
la logique ayurvédique des dhatu et des doshas. Mais ensuite, on va vraiment rentrer dans le cœur du module avec l'étude des huiles. Alors, j'ai choisi 8 grands axes thérapeutiques, justement pour que chacun puisse retrouver des problématiques concrètes qu'on a en cabinet ou qu'on peut avoir chez soi à la maison. Par exemple, les douleurs, les inflammations, les troubles digestifs, les troubles gynécologiques, les problèmes de peau, de circulation, cicatrisation, etc., etc. Donc, à travers ces axes, justement, on va étudier. Alors, j'ai arrêté de compter, mais je crois qu'on est à 19 huiles végétales. J'ai plus la liste sous les yeux, mais bon, alors, bien sûr, l'huile de moringa, l'huile de nigel, l'huile de bourrache, l'huile de ricin, etc. Et puis des huiles dites plus médicinales, thérapeutiques, les huiles ayurvédiques. Alors, je pense à l'huile de brahmi, Kotam Chukadi, Kumkumadi, Pinda Thailam, etc. Enfin, j'en oublie plein, il y en a une vingtaine. Voilà. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment une huile peut devenir un outil thérapeutique, que ça soit pour un soin ou que ça soit enfin, pour un massage ou juste un soin ad hoc à la maison. Oui, On parce que c'est vraiment parlera, l'essence de l'Ayurveda. Le massage ayurvédique, ouais, c'est choisir la bonne huile sur le bon terrain. Ça fait euh, 50% du travail. exactement, exactement. Il y aura un petit clin d'œil aussi aux huiles essentielles, puisque j'ai la double casquette d'être formé en aromathérapie. Alors, les huiles essentielles ne sont pas dans les textes anciens de l'Ayurveda, mais ça peut être un outil aussi, un complément aux huiles justement ayurvédiques. Donc, il y aura un petit clin d'œil sur des huiles. On verra aussi les huiles essentielles en fonction des doshas, des déséquilibres. On verra aussi comment fabriquer simplement des huiles à la maison. Alors, pas des huiles aussi élaborées que Rastada Samuladi, par exemple, mais voilà, des huiles, en tout cas, avec des propriétés bien, bien ciblées. On a aussi cherché à ouvrir ce module à des personnes, on va dire, non professionnelles. Mm. C'est sûr que les praticiens sont plus que les bienvenus à ce module parce que j'espère N'importe qu'il... quel praticien devrait avoir ces connaissances-là, comment Ouais, on utilise exactement. toutes ces huiles-là de manière Mm. détaillée. En fait, pour être franc, j'ai fait pas mal de formations, j'ai suivi pas mal de formations sur les huiles, et là j'ai vraiment créé en fait la formation que j'aurais aimé recevoir, c'est-à-dire celle en fait où on transmet aussi bien la physiologie, l'anatomie de la peau, et on explique aussi les propriétés, les principes de l'Ayurveda, et on descend en fait vraiment dans des fiches techniques. Parce que ça aussi, le bonus de ce module, c'est que les personnes repartent avec une quarantaine de fiches techniques, sachant qu'une fiche sur une huile, c'est à peu près 3 à 4 pages d'informations techniques, thérapeutiques, euh, prêtes à l'emploi en cabinet après. Donc c'est tout ce travail-là en fait que j'ai fait de consolidation par rapport aux enseignements que j'ai pu recevoir tout au long de mes formations. Voilà, donc et bien évidemment les praticiens sont les bienvenus, mais aussi donc des personnes qui ont voilà, juste envie de comprendre un peu plus leurs huiles, qu'est-ce qu'ils ont dans leur placard, dans leur tiroir, et comment mieux les utiliser. Puis on va parler de la peau, on va parler de la peau en médecine, en anatomie moderne, en Ayurveda aussi. Donc c'est vraiment complet. Ouais, j'essaye toujours d'avoir cette double lecture médecine moderne et médecine ayurvédique, parce que bien qu'on soit passionné et expert dans l'Ayurveda, en cabinet, on a souvent des gens qui arrivent avec des problématiques et ils expriment avec un langage de la médecine moderne. Donc il faut avoir cette double lecture, en fait, cette double capacité à comprendre la peau d'un point de vue médecine moderne et puis médecine ayurvédique telle qu'elle nous a été transmise depuis des siècles. Donc, bon, on se retrouve les 21-22 mars. Alors, c'est de 9h à 17h30, c'est en ligne. C'est par Zoom, Donc, hein. ouais, exactement, c'est en Zoom. Donc, vous pouvez accéder à la formation worldwide. Et de 9h à 17h30, il y aura des pauses, bien évidemment. Euh, pour ceux qui ne seraient pas dispo ces jours-là, bah, le cours sera accessible en replay. Donc, vous pouvez vous inscrire et bénéficier du replay. Vous aurez accès au support de cours ainsi que donc aux fameuses fiches techniques pour les huiles. Voilà. Très bien. Et toi, c'est quoi l'huile ou les huiles que tu utilises le plus en cabinet? Euh, alors, celle que j'utilise le plus en ce moment, pour être précis, ça serait Sahasrari. Sahasrari pour soulager justement un petit peu ces douleurs articulaires. C'est une huile en fait que j'affectionne beaucoup avec Mahanarayana.
C'est des huiles qui, j'ai l'impression qu'en fait, le travail continue pendant 2, 3 jours après le massage. C'est des huiles qui pénètrent, c'est des huiles qui font un travail de grande sagesse. Voilà. Après, Kotam Chukadi aussi, très intéressante. Kshirabala. Kshirabala, c'est une huile aussi que j'utilise beaucoup en cabinet. Bon, l'huile de sésame, bien évidemment, comme huile de support. Euh, Là, tu vois, je suis au cabinet de Sancerre là, en ce moment. Hier, j'ai beaucoup utilisé Bishgarba sur des douleurs articulaires liées à l'arthrose. Euh, alors, c'est vrai qu'en cabinet, pendant la formation, on va étudier une quarantaine d'huiles. Après, en cabinet, mais c'est vrai que j'en utilise peut-être une vingtaine. Euh, mais c'est bien d'en voir un certain nombre. Et donc, donc tu es formateur pour le cursus master en médecine traditionnelle ayurvédique, en MTA. Mhm. C'est quoi tes prochaines... Tu peux nous parler de tes prochaines formations chez Ayurveda et Conscience? Oui, donc on a ouvert l'année avec la formation sur les Dara, et notamment le Shirodara. En mars, on voit donc les huiles thérapeutiques. En avril, on va faire une formation de 4 jours, là c'est en présentiel à Paris, sur la marmathérapie. Ces fameux 107 points marma, et même plus, hein, il y en a plus que 107, mais en tout cas les 107 points officiels, ces centres vitaux voilà, d'énergie qui relient le corps. Donc là, ce sera une formation sur 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que c'est une formation qui est quand même très exigeante en termes d'énergie. C'est un soin énergétique quand même très puissant, les marmas. Donc on ne peut pas faire ça en 2 jours, même que receveur du soin. Pendant 4 jours, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Donc les marmas, du 9 au 12 avril, ça c'est à Paris, pendant 4 jours. Ensuite, en juin, sur 2 jours, on va avoir donc le soin Padabhyanga, donc soin des pieds avec le bol Kansu. Euh, Là, on verra comment utiliser ce bol et comment l'adapter aussi en fonction des doshas. Et puis en juillet, juste avant les vacances d'été, là on verra Udvartana et Svedana. Donc on est dans une dynamique de dynamiser le corps avec Udvartana, qui est ce fameux soin massage aux poudres, massage sec, et suivi donc de Svedana pour la sudation. Donc là on est vraiment dans une logique d'équilibrer plutôt kapha, de soutenir l'élimination des toxines, euh, et on expliquera voilà, comment justement choisir les poudres pour Udvartana, comment choisir les plantes qu'on peut utiliser dans la sudation, etc., etc. Donc voilà les 3 grands prochains rendez-vous, avril, juin et juillet. Marmathérapie, Kansu Padabhyanga et Udvartana Svedana. Et donc, ce sera notamment à Neuilly-sur-Seine, Exactement, au pont de Neuilly sur la ligne exactement. 1. Sachant que pour la formation du 21-22 mars, là, c'est pour tout le monde, n'importe qui, sans restant chez soi, peut y accéder et même ce sera disponible en replay. Tout à fait. Bien, et ben, est-ce que tu aurais un mot pour la fin sur, je sais pas, ta pratique en Ayurveda, ce que tu affectionnes peut-être dans le fait d'enseigner, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Sur le fait d'enseigner, alors figure-toi que j'ai relu l'analyse de mon thème Jyotish la semaine dernière, et comme quoi on a beau le relire plusieurs fois, on découvre et on apprend toujours des choses. Et l'apprentissage, l'enseignement, en fait, était quelque chose de naturel et d'écrit, en fait, dans mon thème. Donc, ça m'a fait sourire, en fait. Ah. Ça m'a amusé de voir ça, sachant qu'on a démarré l'année par rapport à ce cursus à l'école et ayant déjà déroulé la première formation en janvier, je retombe sur ce thème Jyoti, je le relis tranquillement et il y a cette partie-là qui n'avait pas encore, voilà, elle s'était pas exprimée jusque-là et là, elle m'a fait beaucoup sourire la semaine dernière. Donc pour moi, c'est un réel plaisir d'enseigner et j'essaye, voilà, de consolider tous les apprentissages que j'ai pu avoir parce que j'ai eu une formation un peu décousue auprès de pas mal d'organismes et d'enseignants. Et voilà, j'essaye de reconsolider tout ça et d'apporter aussi l'expérience maintenant que j'ai au sein des 2 cabinets. Et puis bah, le mot de la fin, écoute, on est en période Kappa, là, c'est très humide en ce moment. On a eu une belle météo ces dernières semaines, mais bon,
c'était un leurre. Donc là, on est reparti sur la période Kappa. Donc je souhaite en tout cas une bonne fin de saison Kappa à tout le monde. Elle n'est pas encore finie, contrairement à ce que la météo essayait de nous faire croire ces derniers jours. Mais voilà. Donc une belle fin d'hiver à toutes et tous. Bien. Merci beaucoup, Michael. Au plaisir de te retrouver donc au mois de mars et sur les autres formations. Voilà, moi je vais continuer le YouTube Live. Je te laisse te déconnecter. Ça marche. Merci Joyce. À bientôt tout le Bientôt. monde. Au revoir. Alors, donc j'espère que vous avez apprécié de rencontrer Michael, qui en fait a été plébiscité par des élèves en Ayurveda, et c'est comme ça qu'il a été recruté. Et j'apprécie beaucoup son professionnalisme et sa douceur pédagogique. Dernière formation dont je vais vous parler du 3 au 5 avril, Cédric Pajot, qui commence à être un médium qui commence à être de plus en plus connu. Je l'avais repéré déjà depuis quelque temps. Il enseigne le module pendule et loi de l'attraction sur 3 jours. Ce sera normalement à Paris 9e. Ce sera disponible aussi en Zoom. Donc vous apprendrez à utiliser le pendule. C'est un des modules du cursus intuition. Et vous apprendrez à utiliser la loi d'attraction pour attirer à vous consciemment ce que vous souhaitez. Parce qu'en fait, la loi d'attraction, on l'utilise tout le temps, mais on ne sait pas comment ça fonctionne et on ne sait pas que c'est nous qui avons créé un certain nombre de choses et qui l'avons attiré à nous. Voilà pour les actualités chez Ayurveda et Conscience. Donc maintenant, on va passer à vos questions comme d'habitude. Bonjour, j'ai une question pour votre live YouTube, ou si vous pouvez me répondre ici. C'est à propos du cholestérol LDL élevé. Le médecin m'a mis sous statine depuis 2 semaines, mais je me sens gonflée, léger vertige, légère douleur musculaire. Malgré un régime alimentaire sévère, le taux ne baisse pas, au contraire. Comment pourrais-je y remédier de manière différente? Alors, sur vos analyses sanguines, vous avez à minimum 3 taux de cholestérol. Le taux de cholestérol général, le taux de cholestérol HDL et le taux de cholestérol LDL. Donc, le taux général de cholestérol, c'est le ratio bon cholestérol qu'on appelle le HDL, qui répartit le cholestérol dans le corps, et le LDL, qui est le cholestérol nécessaire à l'organisme, notamment pour produire des cellules, mais il doit être réparti correctement dans le corps, sinon il va créer des dépôts, notamment dans les artères. Donc là, dans votre cas, vous avez un taux de LDL qui est trop élevé par rapport à votre HDL. C'est-à-dire que le HDL n'arrive pas à le diffuser de manière équilibrée dans le corps et vous risquez notamment donc des dépôts dans les artères, ce qui est très mauvais pour la santé cardiaque. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, si je reprends votre question, euh, les statines ont effectivement, donc, il y a beaucoup de débats en cours, surtout aux États-Unis, en Angleterre. Donc, effectivement, c'est considéré comme un médicament qui est efficace, mais ayant des effets secondaires comme des douleurs musculaires, des crampes, des douleurs abdominales, des éruptions cutanées. Donc, si vous souhaitez trouver d'autres solutions, vous pouvez, en Ayurveda, nous, contre le mauvais cholestérol, on va avoir une approche ciblée sur effectivement des plantes, mais aussi une hygiène de vie. Donc, on va conseiller de prendre du gougoulou et en particulier du trifala gougoulou pour diminuer le taux de cholestérol. Prendre de l'huile d'olive dans l'alimentation, plus et en particulier le matin à jeun. On va conseiller de suivre un régime végétarien parce que le mauvais cholestérol, le LDL, vient seulement de l'alimentation qui est carnée, de tous les produits qui viennent du règne animal. Donc clairement, quelqu'un qui est vegan a quasiment zéro risque d'avoir du cholestérol. Bon, après, il y a des données génétiques. Le stress peut aussi rentrer en considération, ainsi que la force du métabolisme. Mais globalement, donc plus vous avez un régime vegan, plus vos risques
sont minimisés en termes de cholestérol trop élevé. Et surtout, je vois un élément qui fait la différence, sur lequel on ne parle pas suffisamment, qui est la pratique du sport. Les personnes qui ne font pas de sport, surtout s'il y a une donnée génétique familiale, c'est-à-dire que le cholestérol est présent depuis l'adolescence chez la plupart des membres de la famille, sans une activité physique significative, c'est-à-dire de 2, 3 heures et du cardiovasculaire, hein, par semaine, on ne verra pas de différence. Donc voilà ce que je vous conseillerais dans un premier temps de mettre en place de manière en complément des statines, si vous le souhaitez. Alors, bonjour, j'ai une question pour le live. Qu'est-ce qui diffère dans la composition du ghee médicalisé par rapport au ghee plus classique? Alors, le ghee que vous nommez plus classique, donc, c'est du beurre qui a été clarifié. On a enlevé les 20% d'humidité et on a diminué notamment justement le cholestérol qui est présent dans le beurre pour en faire une substance qui peut être utilisée ad vitam aeternam et qui doit être conservée en dehors du frigo. Il faut aucune humidité au ghee, sinon il peut pourrir. Donc ce ghee-là, il n'est pas à vocation thérapeutique de prime abord, il est à vocation alimentaire. Donc il va être idéal pour les personnes qui sont Vata et Kapha ou qui ont des déséquilibres en Vata ou Kapha. Et il faut que ce soit évité par les personnes qui sont Kapha. Puisque les personnes qui sont Kapha, justement, on supporte mal tout ce qui vient du règne animal. Donc les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs, etc. Le ghee médicalisé, lui, a une vocation thérapeutique et une visée thérapeutique claire et précise. Et en fait, on va prendre une décoction de plantes et ensuite on la fait revenir dans du ghee et on assèche cette décoction dans le ghee pour avoir un ghee médicalisé. Donc celui que j'emploie le plus, c'est Mahatikta Gritam. Je l'utilise pour soigner les maladies de peau, les ulcères, les troubles de l'appareil digestif, les saignements également. Et en fait, j'utilise beaucoup parce que il y a beaucoup le ghee, surtout médicalisé, aide à augmenter l'agni. Or, l'agni est en chute à mon avis, 75% de la population, quel que soit le profil ayurvédique de la personne. Et ça enlève du coup les inflammations et ça traite des choses comme la maladie des intestins irritables, etc. Donc j'y ai beaucoup recours. Ensuite, bonjour Joyce. Est-ce, hein, que pensez-vous des douches froides et pour quel profil ou déséquilibre ça s'adresse? Et ensuite, il y aura une question sur le jeûne. Je vais séparer les questions. Donc, les douches froides, c'est bon pour l'acné. Donc, ça remonte le système immunitaire, ça donne de l'énergie euh, et ça va calmer tout ce qui est en lien avec un excès de pitta. Par contre, il faut éviter les douches froides en cas d'aggravation de vata ou même en hiver. Froid sur froid, c'est jamais très conseillé. C'est comme si vous faites un sauna en plein été, c'est pas conseillé non plus. Puisque dans une saison, on essaye de prendre la qualité qui est inverse et non pas la qualité qui est similaire. Donc, on évitera ça en hiver et en automne, qui sont deux saisons d'aggravation de Vata. Et aussi, si vous souhaitez vous y mettre, allez-y progressivement. Faites d'abord des douches fraîches avant de faire des douches vraiment froides. Parce qu'après, il y a aussi des pratiques comme l'ice bath, donc des bains de glaçons, qui peuvent avoir effectivement une visée thérapeutique claire, comme celle de la cryothérapie, donc pour ceux que j'ai évoqués. Mais dès que vous faites des changements brutaux de température, ça peut d'une part vous faire tomber malade et créer des maladies, c'est-à-dire que ça va créer un stress d'un coup et tous les doshas qui sont accumulés dans votre corps peuvent sortir immédiatement. C'est ce qu'on risque en fait. Quand le corps n'est pas habitué qu'il y a une trop d'écart de différence entre le chaud et le froid. Que ce soit aller sous la clim et sortir parce qu'il fait chaud, ou rentrer et qu'il y a trop de chauffage, ou encore faire douche froide et chaleur.
Voilà, si vos doshas sont équilibrés, ça va bien se passer, mais si vous avez déjà un déséquilibre, voilà, ça peut vous créer par exemple des éruptions cutanées et différents types de problèmes. Donc on y va doucement. Euh, Ensuite, il y avait une question sur le jeûne. Hop. Le jeûne selon l'Ayurveda et pour quelle personne c'est absolument proscrit ou quel déséquilibre. Donc, le jeûne, ses vertus, ça va être que ça va stimuler la capacité digestive, si bien sûr c'est fait correctement, hein. Stimuler la capacité digestive, enlever l'AMA. L'AMA, c'est tous les déchets organiques que l'on crée lorsqu'on ne transforme pas correctement son bol alimentaire. Donc, et ça, c'est quelque chose qui peut arriver très facilement. Vous mangez trop lourd ou vous mangez, vous êtes stressé. Ça peut arriver très très facilement. En même temps, effectivement, ça permet de désaturer les tissus. Donc forcément, quand vous faites un jeûne, vos tissus vont chuter en quantité. Donc c'est intéressant lorsque vous avez des tissus excédentaires. Particulièrement, bien sûr, si vous avez du surpoids. Mais par exemple, on parlait du cholestérol tout à l'heure, ça peut aider pour le cholestérol également. Donc on va prescrire ça dans toutes les maladies de CAPA. Et c'est proscrit pour les personnes qui ont un déséquilibre en Vata ou un déséquilibre en Pitta, ou qui même ont une constitution en Vata ou Pitta. Pour eux, on choisira, si on veut les mettre à la diète, à une monodiète, mais pas à un jeûne complet. Et surtout, dans un jeûne, ce qu'il faut pouvoir contrôler, c'est le début et la fin. Donc, bon, arrêter de manger, ça va créer différents types de symptômes pendant quelques jours, mais c'est la reprise alimentaire, si elle est faite trop brutalement, peut faire que ce que vous avez fait n'a absolument servi à rien. C'est-à-dire que quand vous allez arrêter de manger, pendant un certain... Donc, votre acné va chuter. Et après, quand on lui redonne du travail, il faut que le travail qu'on donne à notre système digestif soit proportionnel à ce que le système digestif est en capacité d'assimiler. Or, lorsque vous êtes en jeûne, la capacité d'assimilation chute. C'est-à-dire que votre corps finit par se mettre un peu au repos et votre production d'enzymes digestives, autrement appelée agni, va chuter. Donc, si vous remangez lourd d'un coup, qu'est-ce que vous allez produire? De l'AMA. Et donc, ça n'a servi à rien. Donc, il faut bien gérer la sensation de faim, de manger à sa faim quand on reprend, mais progressivement et pas de reprendre de lourd et si nécessaire de reprendre sur plusieurs jours. Alors, ensuite, j'ai une question en médiumnité sur une personne qui est au Kenya depuis le mois de novembre. Elle s'y plaît et elle a une question de médiumnité pour le live. Donc, qu'est-ce que je ressens pour son avenir professionnel en Ayurveda au Kenya? J'ai l'impression que je serai amenée à y passer plus de temps qu'en France, vu la fragilité donc d'une personne de sa famille, de sa mère. Et elle a envie de développer sa pratique. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a une possibilité d'un futur partenaire au Kenya? Merci pour tes lumières, à bientôt. Je ne sais pas si je donne le prénom, peu importe. Moi, je sais qui c'est. Donc là, on a une pratique d'Ayurveda au Kenya. Donc, on a deux questions. Pratique au Kenya pour... Ok. Euh, alors, donc du coup, je vous montre ce que je fais. Euh, Parce que l'objet des questions de médiumnité, c'est que ensuite ça puisse servir aux autres personnes qui écoutent. Sinon, on attend la prochaine question parce qu'on ne se sent pas concerné. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai écrit mon sujet. Donc, j'ai écrit Ayurveda au Kenya et j'ai écrit le nom de la personne. Et ensuite, en clairvoyance, je vais regarder comment les éléments se comportent. Or, quand je regarde Ayurveda au Kenya, pour en l'occurrence Ranissa, je vois que l'Ayurveda chute et que Ayurveda et Kenya vont pas très bien ensemble. Donc, ce qui laisse à supposer que pour Anissa, le fait de développer l'Ayurveda au Kenya va être extrêmement challengeant, puisque le Kenya n'a pas l'air très prêt pour la pratique, pour cette pratique-là et le développement de cette pratique. En fait, d'un prime abord, je déconseillerais de développer l'Ayurveda au Kenya
parce que la personne va rencontrer très clairement de grandes difficultés pour mettre en place une pratique qui soit comprise sur place, qui soit adaptée sur place. Et donc ça, je suis en train de le travailler, donc ce qu'on appelle en clairvoyance. Maintenant, pour un futur partenaire, donc pour un chéri, on va l'appeler, comment est-ce qu'on pourrait dire, un compagnon. Donc, compagnon au Kenya, on va faire la même ligne et on va remettre le prénom. Et on va regarder. euh, on va mettre futur compagnon pour être clair. Alors, par contre, là, en clairvoyance, on voit que le prénom de la personne et l'idée d'un futur compagnon au Kenya peuvent fusionner. Donc, ce qui signifie qu'effectivement, par contre, d'un point de vue amoureux, le Kenya pourrait être une bonne, voire une très bonne solution puisque effectivement, de mémoire, Ranissa a beaucoup vécu au Kenya, voire a été élevée au Kenya. Donc il y a des attaches inconscientes sur le Kenya et souvent pour tout ce qui est partenaire de vie, souvent l'inconscient choisit quand même beaucoup des partenaires de vie qui sont en lien avec là où on a grandi le pays en tout cas. C'est ce que j'ai remarqué. Euh, Surtout un partenaire de vie sur du long terme. Pour quelque chose de ponctuel, ça peut être plus exotique. Mais en tout cas, donc, pour répondre à Ranissa, je déconseille la pratique de l'Ayurveda au Kenya. Ça va être trop problématique. Ça va être embryonnaire comme pratique. Par contre, pour l'arrivée d'un futur compagnon au Kenya, oui, c'est tout à fait possible. C'est aligné. Et aussi pour l'inconscient de Ranissa, il y a déjà sa famille et quelque part un compagnon de vie, c'est la famille. Donc c'est un petit peu normal que ça puisse se produire au Kenya alors que l'Ayurveda n'a pas l'air du tout de répondre par contre. Voilà pour répondre aux deux questions qui ont été posées. Bonjour Joyce, pour le live question-réponse, quel traitement conseilles-tu pour un canal cervical rétréci, réduction des espaces autour de la moelle épinière avec douleur à la tête, au cervical et au niveau des articulations, ainsi que des spasmes musculaires et une grande fatigue. L'ashwagandha fait disparaître les symptômes quelques mois, mais plus maintenant. Merci d'avance, Lise. Canal cervical rétréci, réduction d'espace autour de la moelle épinière. Ok. Alors, la problématique du canal cervical qui se rétrécit, la réduction des espaces autour de la moelle épinière, c'est que ça peut alors déjà, ça crée déjà des petits symptômes, douleur à la tête, cervicale et au niveau des articulations et des espaces musculaires, plus grande fatigue, bon, ça peut aider, mais la grande fatigue est peut-être pas liée à ça. Hein, pour la fatigue, c'est le premier tissu rasa. Donc, les grandes fatigues, on va déjà aller chercher est-ce qu'on digère bien, est-ce qu'il n'y a pas des carences, on fait une prise de sang. Mais en tout cas, c'est sûr que ça défavorise clairement. En dehors des petits symptômes qui sont créés, le gros risque, c'est que eh bien, la colonne vertébrale touche la moelle épinière. Et donc, sur du long terme, ça peut signifier paralysie. Donc, c'est ça le plus embêtant sur la problématique qui est énoncée. Donc, il y a un aspect de prévention en dehors de traiter les problèmes existants. Donc, dans ces cas-là, on va faire snehana, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on lubrifie pour que on puisse retrouver de l'espace. Il va falloir qu'on lubrifie la colonne vertébrale. Donc, on va mettre quotidiennement de l'huile, notamment antidouleur. Donc, comme ce dont a parlé Michael tout à l'heure, une des huiles qu'ils utilisent beaucoup, Mahanarayan. C'est Mahanarayan Thailam. Donc, Mahanarayan Thailam. Euh, donc, application 1 à 2 fois par jour, plus ensuite serviette d'eau chaude ou douche chaude pour favoriser à ce que, déjà, enlever les douleurs et favoriser à ce que la colonne vertébrale puisse éventuellement s'arrêter de bouger et revenir en place. En tout cas, c'est le traitement qu'on va appliquer notamment lorsqu'on a un disque cervical qui bouge, qu'on a un prolapse cervical. Donc, ça va être la même ligne. Ensuite, pour les douleurs, on peut tout à fait utiliser Agni Karma. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut venir faire avec moi.
Donc, on va apposer une chaleur forte sur les différents points de douleur pour calmer le système nerveux. Donc, ça part du principe que, donc là, on est sur une problématique de Vata, qu'on appelle Avrita Vata. Vata est bloqué dans son circulation normale et donc produit de douleur et des symptômes. Donc, lorsqu'on appose une chaleur forte, ça disperse ce qu'on appelle l'élément air et on retrouve ça aussi dans la moxibution en médecine chinoise. Euh, donc, il faudrait faire Agni Karma. L'ashwagandha est effectivement une bonne idée. Et pour ce type de problématique, la première formulation, c'est Yoga Raja Gulu. La posologie est de 4 comprimés pour une personne de 70 kilos. Donc, voilà, Lisa. Ensuite, question autour de la dentition. Les conseils que vous pourriez apporter concernant le brossage, le rinçage, les huiles conseillées, l'application concrète, mais aussi comment l'on peut prévenir les taches noires liées à des bactéries au lieu de faire le tétrage classique chez le dentiste, merci. Alors, il y a plein d'éléments dans cette question. Donc, le brossage. Donc, dans les textes classiques, il est énoncé qu'il faut à minimum se laver les dents le matin au lever. Bien sûr, dans la pratique, c'est après chaque repas. Mais les traces de texte, qui sont nos sources et notre référence, c'est minimum une fois par jour. Euh, Ensuite, vous savez que, il faut faire attention à ne pas brosser de gauche à droite ou de droite à gauche, puisque ça a une tendance à favoriser la rétractation des gencives, ça irrite les gencives. Donc, il faut faire de bas en haut ou de haut en bas, suivant si c'est en haut ou en bas, en faisant bien attention à ne pas irriter euh, les gencives. En termes de rinçage, dans l'idéal, il faut éviter de faire ça avec de l'eau froide. Les dents n'aiment pas du tout. Donc, vous faites ça avec de l'eau à température ambiante. Dans les huiles qui sont conseillées, donc nous, dans la séquence on se lave les dents. Et souvenons-nous qu'on ne se lave pas les dents en 30 secondes, mais en 2 minutes. Ensuite, ce qui évite qu'on ait du tartre qui se dépose. Ensuite, on va gratter la langue pour justement diminuer la euh, prolifération de bactéries dans la bouche. Et ensuite, on va utiliser Arimedaditailam. Arimedaditailam. En bain de bouche. Vous gardez pareil 2 minutes et vous crachez. Alors, les taches noires liées aux bactéries. Alors, les taches noires sur les dents. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en considération. Un, il y a la constitution de naissance. L'épaisseur d'émail d'une personne à l'autre va varier suivant sa constitution de naissance. Les personnes Vata ont une émail qui est très fine, alors que les personnes Kapha ont une émail qui est très dense. C'est pour ça que les personnes Kapha, ils fument, ils boivent du vin, il n'y a aucun problème. Ils ont les dents blanches euh, comme Barbie. Et les personnes Vata, parfois elles font très attention à leurs dents, mais quand même ça devient terne. Donc c'est à cause de cela. Donc qu'est-ce qui crée des taches noires déjà? Ben, ce qui crée des taches noires, c'est tout ce qui va contenir des tanins. Donc le café, le thé, le vin, notamment. Faire attention aussi aux compléments alimentaires en fer, surtout si c'est soluble, ça a une tendance à tacher. Donc globalement, c'est arrêter ces substances-là le plus possible. Après, concernant le détartrage, euh, le fait de faire de l'Ayurveda n'empêche pas d'utiliser ce qui est existant et qui quand même fonctionne. Un détartrage, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en fait enlever l'amas parce que, à moins que vous vous brossiez les dents comme un dieu et que vous arrivez à tout enlever à chaque fois, va forcément avoir des légers dépôts. Et ces légers dépôts dépendent en fait aussi beaucoup de la qualité de la salive. C'est en raison notamment de la qualité de votre salive, est-ce que votre salive protège bien vos dents ou pas, qui fait que le tartre va pouvoir se développer facilement ou pas. Sachant que le tartre se dépose en particulier la nuit, d'où l'importance de bien se laver les dents avant de se coucher pour éviter de faire du tartre dans la nuit et de bien se laver les dents au lever, puisque le tartre s'est formé pendant la nuit. Donc, lorsqu'on fait un détartrage, ça va enlever l'amas qui s'accumule.
le détartrage. Donc le tartre, rappelons l'effet sur les dents, c'est un nid à bactéries. Il faut surtout pas que les bactéries passent sous la gencive. D'où l'importance de ne pas irriter et de ne pas avoir de rétractation des gencives. Si les bactéries passent sous les gencives, elles vont attaquer les racines et là, vous pouvez avoir les dents qui bougent ou perdre des dents. En tout cas, avoir des inflammations et ce qu'on appelle une parodontite. Donc, le détartrage, moi, je continuerai de le conseiller une fois par an. Et aussi, c'est important de vérifier comment vont vos dents. Ça paraît, parce que même si vous en prenez soin, vous pouvez avoir des petites choses qui se développent. C'est pas, si ça se développe au fond de votre bouche, avant que ça devienne réellement un problème, vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc, moi, je conseille de continuer à faire un détartrage par an. Il est vrai que le détartrage va stresser la cavité buccale et donc ponctuellement aggraver Vata dans la bouche. Donc, en l'occurrence, c'est Pranavata qui est dans la bouche. Donc, après, il faut juste faire des bains de bouche pour calmer ça. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir la bouche très ouverte, ça tire beaucoup sur les muscles du visage, parfois il y a des répercussions dans les cervicales. Oui, effectivement, c'est légèrement déséquilibrant, mais ça va juste être ponctuel. Donc je continue. Je vous conseillerais de faire toute cette hygiène ayurvédique et d'aller une fois par an voir le dentiste pour un détartrage. Alors, est-ce que je peux te demander comment en Ayurveda on guérit un tennis elbow? Tu- C'était notamment pour donner des questions pour le YouTube Live. Ça fait un mois que je suis blessée et la personne fait des cataplasmes d'argile verte, huile essentielle et massage, rien n'y fait. Jeudi, elle va faire une échographie, voir s'il y a une atteinte musculaire, merci. Alors, en l'occurrence, c'est une personne qui est instructrice hein, de tennis, donc tennis elbow. Donc c'est tout simplement une tendinite elbow, shoulder du coude. Donc là, on est sur une problématique qui peut être une double problématique de Vata ou de Pitta. S'il y a une lésion, c'est ce qu'elle va aller voir, on sera sur une problématique de Vata. Si c'est juste inflammé, on sera sur une problématique de Pitta. Donc, la première chose qu'on va conseiller, c'est faire des pochons de riz et de lait. Vous faites cuire du riz, vous mettez ça dans un pochon, un tissu que vous refermez. Vous faites chauffer du lait à côté. Vous mettez le pochon dans le lait et vous mettez ça sur l'articulation. C'est hyper anti-inflammatoire, ça rend la peau douce. Euh, Ça, c'est la première chose qu'on ferait. Ensuite, on mettrait une huile qui est particulièrement nourrissante parce que s'il y a une lésion, il va falloir qu'on mette des substances sur la peau qui soient absorbées et qui permettent la reconstruction du tissu au-dessous. Pour ça, on utiliserait Kshira Bala Thailam. Kshira Bala Thailam, qui, soit dit en passant, puisque tout à l'heure on parlait des huiles, c'est une des huiles médicalisées que j'utilise le plus parce que sur massage sur tout le corps, ça soigne notamment l'épuisement. Ensuite, en interne, elle pourrait prendre. Alors, il y a un mélange que j'aime beaucoup de la marque Himalaya qui s'appelle Rumalia Forte, notamment. Et après, on peut prendre des substances tout simplement anti-inflammatoires et qui reconstruisent. Donc, par exemple, on pourrait prendre de la chalaki, qui est très bien pour reconstruire les articulations, mais aussi des substances plus régénérantes globales et anti-inflammatoires, comme la shatavari, par exemple. Euh, alors, l'avis de l'Ayurveda sur le contraceptif est sûr, ressort. Alors là, je vais découvrir en même temps que vous ce que c'est. Et avant, je vais parler de la contraception avant d'aller voir ce que c'est. Donc, en termes de contraception, l'Ayurveda n'est pas ultra fan de la contraception moderne, puisque une contraception moderne, la plupart du temps, arrête l'ovulation. Qui dit arrêter l'ovulation dit perturber la physiologie féminine d'une part et perturber le chakra correspondant qui est le deuxième chakra. Euh, pour autant, euh, on ne peut que remercier à la pilule d'exister. Dieu sait si elle nous a apporté de la liberté et particulièrement la liberté de choix. Donc, je ne remets en aucun cas en question la progression sociale et
quelque part chimique dont les femmes bénéficient depuis plus de, ça doit être maintenant, depuis plus de 70 ans peut-être. Donc, je vais aller regarder ce contraceptif. Donc, euh, personnellement, donc, j'ai dû prendre la pilule deux mois dans ma vie et je me suis toujours débrouillée pour faire sans, et ceci sans aucun accident. Mais ça demande une contraception sur laquelle il faut y passer plus de temps. Donc la contraception parfaite qui coûte rien, qui demande aucune présence et qui fait qu'il n'y a aucun impact sur votre corps et que vous ne tombiez pas enceinte, en fait, il va falloir faire un choix. Donc c'est comme ça que je vous conseille de gérer votre contraception, c'est faire le choix, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Que ce soit gratuit, que vous n'ayez pas à vous en préoccuper, que ce soit automatique, ou de prendre soin plus de votre corps, ce qui a été mon choix. Donc, notamment, j'ai pas mal utilisé des tests d'ovulation qui demandent quasiment à s'en occuper tous les jours, à penser, etc. Notamment. Après, franchement, je pense qu'une femme devrait avoir une formation sur ses cycles. Hein, vous êtes au courant que pendant vos règles, les 3, 4 premiers jours de vos règles, il est physiologiquement impossible de tomber enceinte. En revanche, le truc où les femmes se font avoir, c'est les derniers jours des règles. Si vous avez des règles qui durent plus de 3, 4 jours et que vous pensez que, eh bien, à la fin de vos règles, vous pouvez tomber enceinte. Parce que l'ovulation peut se produire dans les jours qui arrivent. Normalement, l'ovulation est assez éloignée, parfois de 10 jours des règles, mais parfois elle est beaucoup plus rapprochée. Et aussi, juste quelques jours avant vos règles, sachez que vous ne pouvez pas tomber enceinte. Pourquoi? Parce que pour tomber enceinte, en fait, on a besoin d'un triptyque. On a besoin d'un ovule, on a besoin de spermatozoïdes, et on a besoin que la paroi de l'utérus soit propice à ce qu'il y ait une nidation. Donc, et sachez que donc un ovule dure, dans le meilleur des cas, 48 heures. Par contre, les spermatozoïdes, eux, peuvent vivre jusqu'à 3 jours. Donc, un rapport 3 jours avant l'ovulation peut aboutir à une grossesse. Euh, donc, mais là où on ne peut pas tomber enceinte, c'est lorsque l'utérus n'est pas prêt à une nidation. Et ce qui est le cas pendant vos règles. Pendant les règles, l'ensemble de ce qui permet une nidation part dans les règles. Donc, c'est pour ça que les 3, 4 premiers jours des règles, ce n'est pas possible de tomber enceinte. Après, bon, peut-être que si la Sainte Vierge, c'est peut-être ce qui lui est arrivé, on ne sait pas. Mais c'est physiologiquement pas possible. Et juste avant également. Donc voilà, et ça, c'est des choses importantes à connaître pour savoir quand ça craint et quand ça craint pas. Euh, donc voilà, et aujourd'hui, oui, il y a pas mal de, même en Inde, il y a pas mal de tests d'ovulation qui sont disponibles. Déjà, si vous avez ces bases-là, vous savez quand est-ce qu'il faut que vous fassiez vos tests. Et une fois que votre ovulation est passée, qu'on est sûr, alors bien sûr, il faut des tests qui soient, une fois que l'ovulation est passée, vous savez que vous pouvez compter, allez, vous comptez 3 jours si on veut vraiment être sûr, mais votre ovule, il va pas survivre. Et après, c'est plus possible que vous tombiez enceinte jusqu'à la prochaine ovulation. Alors, bien sûr, vous allez me dire, parfois, il y a une double ovulation sur un cycle. Parfois, il y a une double ovulation même. Bon, effectivement, si vous devez tomber enceinte, après, il y a toujours une part on ne sait pas, quand la vie doit venir, elle vient. Hein. Donc maintenant, je vais aller voir maintenant que j'ai donné un peu des éléments là-dessus, on va aller voir donc ce nouveau moyen contraceptif et sûr. Alors, contraceptif et sûr. Alors, directement, ça ressort comme étant toxique. Alors, dispositif est sûr. Alors, donc, l'implant est sûr, donc c'est un implant, ok, qui est composé d'un ressort expansible placé au niveau des trompes de Fallope par un gynécologique obstétricien par les voies naturelles, vagin et col de l'utérus. Donc c'est en circulation depuis 2002. Euh,
Alors, apparemment, ça produit quand même un certain nombre de symptômes. Maux de tête, perte d'appétit, fatigabilité. Euh, Ok, c'est un dispositif médical implantable de stérilisation définitive et irréversible. Mhm. Ok, donc c'est définitive et sans hormones. Ok, bon. Euh, Mais alors, comment ça marche exactement s'il n'y a pas d'hormones? Je suppose qu'il le place à un endroit. Comment ça marche? On va regarder ça, pour que je puisse vous donner une réponse complète. Alors, de base, déjà, quand je vois ça, bon, c'est pas la philosophie de l'Ayurveda d'arrêter la vie à l'intérieur de notre corps. Néanmoins, je peux comprendre qu'on veuille plus tomber enceinte pour plein de raisons différentes et qu'on n'a plus à y penser. Là déjà, vu comme c'est exposé, ça doit clairement perturber Apanavata, puisque c'est Apanavata qui s'occupe de l'ovulation, de tout ce qui est autour du système gynécologique. Euh, et bien sûr, ça a un impact forcément définitif sur le chakra, puisque le but du deuxième chakra, un de ses fonctions, c'est la procréation. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment ça marche. Je regarde un petit peu plus, après on passera à la question d'après. Da- Une fois déployé à l'intérieur de la trompe, il n'a qu'un but, créer une inflammation pour boucher les trompes. Euh, on est sûr là de ce qu'on a voulu faire. Donc on veut boucher les trompes. Qu'est-ce que la méthode? Ok. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, comment il marche. Non, ça c'est autre chose. Ok. Alors, deux micro-implants sont placés par les voies naturelles intérieures à l'aide d'un hystéroscope. Les micro-implants obstruent, oh mon Dieu, les trompes pour aboutir à une occlusion complète de celle-ci au bout de 3 mois. La barrière ainsi formée empêche les spermatozoïdes d'atteindre et de féconder un ovule. Donc on bouche les trompes. Ok, et je la confirme. Bon, euh, moi ça me peine un peu de voir ce genre de choses-là, je le comprends, mais euh, si on sait par exemple que dans beaucoup de systèmes énergétiques, on se cale et que la Lune fait 28 jours, dans sa croissance et sa décroissance et qu'on se dit ben, qu'on arrête complètement ce système-là chez nous euh, pour être sûr de ne pas retomber enceinte, ce serait effectivement bien qu'on ait des choses qui soient qui ne ça bloque l'alchimie d'une femme hein, globalement. Hein. Donc voilà, je comprends tout à fait puisse avoir recours à ça, mais voilà, si euh, on peut pas, ça va donc bloquer Apanavata. Bon, et ça peut créer effectivement des problèmes d'Apana localement, donc constipation, problèmes urinaires, voilà, ce genre de choses-là. Sachant qu'Apanavata, c'est le sous-dosha principal de Vata. S'il est perturbé, les autres peuvent également se perturber. Donc voilà. C'est vrai que si à deux, on pouvait trouver des situations plus écologiques, ce serait quand même bien. Euh, je crois qu'on a suffisamment demandé aux femmes aussi de s'occuper seulement elles de la contraception et qu'aujourd'hui on est au 21e siècle et que ça serait bien que ça évolue pour soit obligé de faire ce genre de choses-là. Voilà. Donc je pense que pour la plupart des femmes, ça fonctionne. Et effectivement, si vous avez déjà une perturbation en Vata, sachant que la perturbation en Vata augmente avec l'âge, vous pouvez avoir des réactions. Puisque quand Vata augmente, tous les doshas qui sont en suspens vont se manifester. Donc voilà ce que j'en pense honnêtement.
et j'espère qu'on trouvera d'autres solutions pour contrôler notre fertilité tout en respectant notre alchimie, qui est quelque part une alchimie qui est sacrée. Euh, qu'est-ce que je vous parle? C'est que vous m'avez manqué en YouTube, là, c'est pour ça. Là, j'ai pas beaucoup de questions, mais je parle, c'est pas possible ça. Je suis à la bourre et j'ai prévu que 1 heure de YouTube live, donc il va falloir que je me réveille là. Bonjour Joyce, question pour le live. Quel conseil pour une personne âgée avec de gros soucis de mémoire sous traitement d'anticoagulants? Ah, c'est le thème. Alors, les anticoagulants, ça, pris sur un très court terme, ça augmente Pita dans le corps. Donc, il y a d'autres soucis de Pitta qui peuvent se créer dans le corps, notamment divers et variés, même sur le plan psychique. Gros soucis de mémoire, eh ben, on commence par prendre de la brahmi. Euh, Après, prendre de la brahmi, prendre du ghee, c'est un des meilleurs nutritifs cérébrales. Le ghee peut être médicalisé avec justement de la brahmi. Faire Nassia, mettre des gouttes de ghee ou de ghee médicalisé dans le nez pour un première approche. Donc, mais les problèmes de mémoire liés à l'âge, c'est le cerveau qu'il faut essayer de booster parce que le cerveau est moins bien hydraté avec l'âge, moins bien oxygéné et a tendance à légèrement se rétrécir aussi. Donc, c'est pour ça qu'on voit une diminution des facultés cognitives. Euh, Bonjour, pouvez-vous me conseiller pour une polyarthrite rhumatoïde avec traitement et nodules au poumon? Cela peut être lié. C'est pour mon beau papa, merci. Alors, une polyarthrite rhumatoïde et des nodules au poumon, c'est pas la même physiopathologie. Ça n'a pas grand-chose à voir, à part que dans les deux cas, il y a une forme d'accumulation, je vais y arriver. Dans tous les cas, on a des traitements connexes, effectivement. Donc, le gougoulou sera utilisé dans les deux cas. Donc, on utilise du Garaja gougoulou pour la polyarthrite rhumatoïde. Et quand il y a des nodules, on utilise Canchanar Gougoulou, notamment, hein. Euh, Dans les deux cas, il faut faire attention à l'alimentation, augmenter l'agni, alléger l'alimentation. Donc, on va avoir effectivement des choses un peu connexes, bien que ce soit pas. Le problème de polyarthrite, c'est un problème d'articulation ankylosée d'une part et de dégénérescence osseuse. Donc c'est un problème d'AMA et de VATA, alors qu'un nodule, c'est un problème de kappa qui s'accumule. En l'occurrence, les poumons, c'est son site principal. C'est son site de prédilection. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais on a des traitements connexes. Bonjour Joyce, merci pour ces lives. J'aurais donc derrière. euh, alors, c'est une question sur le traitement en Ayurveda de la carcinome sclérodermique. Une personne de 70 ans qui a déjà fait plusieurs panchakarma et a les doigts et orteils comme des pierres. L'autre est plus personnel, donc j'aimerais, donc pas de nom, ok. Je poursuis mon travail sur mes traumas qui ont déclenché tout un tas de pathologies, Goujon, fibromyalgie et surtout gros troubles du comportement alimentaire. Je poursuis le travail entrepris grâce à toi. Fouad, c'est quelqu'un qui fait de la roquilla, de l'EMDR et autres pour calmer les TCA. Et voici enfin ma question dans ce contexte de Vata et Pitta Prakopa. Pas mal de stress récemment qui ont fait flamber mon TCA, beaucoup de remontées acides et des aftes de sang qui peuvent atteindre 1 cm dans la bouche, donc quelques minutes avant la crise et l'ingestion d'aliments apparemment nocifs pour moi. C'est douloureux et spectaculaire. Que puis-je faire? Diète de riz au lait, mais avec un TCA, la notion de diète est compliquée. Je traite en local avec bain de bouche d'aloe vera et j'alterne avec des pâtes de ghee curcuma et en interne avec Vipaticare. Que je puis-je faire d'autre? Bon, alors j'ai deux questions là. Alors, carcinome sclérodermique, une patiente de santé qui a déjà fait plusieurs pacharma. Pour un carcinome sclérodermique, alors pour le carcinome, on va jouer plutôt sur l'alimentation. Donc on va enlever tout ce qui est acidifiant, notamment qui pourrait créer un problème à Racta.
Donc à commencer par l'alcool, par exemple. Donc on va vérifier l'alimentation, on va diminuer les protéines également. Donc on lui donne du curcuma tous les jours en shot à prendre. Euh, Bon, on regarde l'exposition au soleil, mais souvent on donne que ça comme cause alors que c'est multifactoriel. Et après, on peut jouer plutôt sur faire du rasayana pour que ça se reproduise pas. Donc, par exemple, de la guduchi sur du long terme, bien sûr du gougoulou si nécessaire, trifala gougoulou notamment pour ce type de problématique. Voilà pour elle. Et pour toi? Alors, je reprends. Alors, du coup, je vais aller à la racine du problème qu'il y a un gros, il y a beaucoup de stress. Donc, le stress, sa définition, c'est lorsque il y a un écart entre ce que l'on souhaite et ce qui produit un stress. Donc, la première chose à comprendre vis-à-vis du stress, c'est qu'on peut rien faire de qualitatif si on le fait à partir d'un espace de stress. Donc, le fait, c'est d'essayer de revenir à un espace où on est en paix pour ensuite adopter le comportement nécessaire pour s'occuper de tel type de situation. Souvent, le stress, c'est comme si on n'avait pas le choix de stresser pour ci ou pour ça. Et en fait, on est beaucoup plus clair mentalement lorsqu'on décide que, ben non, en fait, on n'est pas obligé de stresser pour s'occuper de la situation d'une part. Donc, dans les Védas, on se dit, on part déjà d'un espace de paix intérieure. On le cherche à l'intérieur de soi et on part de ça pour gérer une situation soi-disant stressante. Euh, donc, c'est la première chose qu'on essaie de se rappeler. Toujours revenir à un état de paix pour gérer tel type de situation et pas sous stress. Pour pas nourrir le stress. Ensuite, regarder chez soi. Tout stress vient d'un besoin, d'un besoin intérieur qui n'est pas nourri. Par exemple, on peut être stressé parce que on voudrait pouvoir travailler tranquillement et que c'est pas le cas. Ou que telle chose arrive comme ça et n'arrive pas comme ça. Donc, l'objet, c'est de repérer quelle est la pensée racine et quel est le besoin, dans quel besoin ça se nourrit pour pouvoir mieux gérer le stress. C'est-à-dire que sinon, le stress va créer une espèce de d'arbre ou de branchement sur ah, il y a ci, il y a ci, il y a ça, il y a ça, et je suis stressée par ci, par ça, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est un seul besoin qui n'est pas rempli et qui permet encore une fois d'être plus clair sur ce qui nous arrive et de ce dont on a besoin. Donc, c'est les deux choses que je conseillerais, c'est là travailler sur le mental et revenir à un espace de choix et clarifier quel est le besoin en dessous. Euh, et ça va clairement, si tu trouves la racine, rien que le fait de l'énoncer, de te l'énoncer toi-même, ton stress va chuter d'un coup. Puisque le stress vient dire, il y a un besoin qui n'est pas nourri, il y a un besoin qui n'est pas nourri, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Une fois que cet élément est mis en lumière, il n'y a pas de raison que le stress perdure. Donc voilà ce que je dirais pour cette situation-là, si on veut traiter la racine et non pas les conséquences ensuite alimentaires sur le corps, etc. Alors, est-ce qu'un vitiligo ancien peut-il être traité? Autre question. Alors, la réponse oui, mais en combien de temps? Donc, en Ayurveda, le vitiligo, on le traite avec des choses qui sont... Alors, il faut donner des plantes qui sont bonnes pour le foie, puisqu'il y a un problème de pigment qui n'est plus produit. Donc, on utilise par exemple des plantes comme Manjishta, le bois de santal, donc qui aident le corps à créer des pigments, ou même du curcuma. Hein. C'est pour ça que quand vous prenez du curcuma, vous avez un teint qui change. Même chose sur l'utilisation de la Manjishta, du Manjishta et du bois de santal. Donc, on va donner ce genre de choses-là.
On va stimuler la peau. Donc, on va l'exposer légèrement au soleil, mais pas trop. Mais il faut une petite exposition au soleil. On va stimuler euh, la peau avec des huiles. Par exemple, Kumkumadita Thailam est formidable pour ça. Et en Ayurveda, en Inde, on ferait ce qu'on appelle de la position de sangsue pour récupérer le sang qui est de mauvaise qualité et qui, du coup, ne pigmente pas la peau. Donc le mieux, si quelqu'un a un vitiligo depuis longtemps, c'est on va essayer sur un petit patch de peau, sur une petite plaque blanche pour voir si ça répond ou pas. Parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut que à nouveau le foie produise un certain nombre de pigments pour repigmenter. Et plus une maladie est là depuis longtemps, plus il y a une incertitude sur la capacité du corps à repartir sur quelque chose de sain. Théoriquement, oui. Après, il faut voir dans la pratique. Hop, hop, hop. Tac. Alors. Question sur le soja tofu pour une prakruti pitta vata. Ben, pas super. Alors, le soja, très bien. Le soja, ça équilibre à peu près les trois doshas. Après, ça va dépendre sous quelle forme. C'est à peu près tridoshique le soja. Mais tofu, c'est fermenté, donc ça va aggraver pitta. Donc, pour une constitution pitta vata, le soja, oui. Le tofu, non. Alors, ok. Alors ça, j'ai répondu. Hop. Alors, bonjour Joyce, comment enlever l'humidité au gui, s'il vous plaît? Mais il a ranci à un moment donné, donc obligé de le laisser au réfrigérateur pour pas qu'il rancisse trop vite. Alors, parfois, effectivement, il y a une odeur qui arrive. Ça peut être normal. Nous, on a des gui qui ont plus de 10 ans, ils ont une odeur, hein. Mais c'est qu'il n'y ait pas de moisissure. S'il y a de la moisissure, vous l'avez loupé. Donc en fait, vous ne l'avez pas suffisamment clarifié. Donc il faudra le refaire, peut-être à feu moyen, et le clarifier plus longtemps. Pour ça, en fait, pour savoir combien de temps clarifier, on met des grains de riz dans le fond de la casserole et on attend qu'ils deviennent bruns pour ensuite ressortir le ghee qu'on a clarifié pendant ce temps-là. Sachant que quand vous clarifiez du beurre, vous allez en perdre 50%, hein. Donc c'est par rapport à la tablette que vous avez mise, hein. Ça c'est normal. Euh, si on revient sur le système de contraception est sûr. Alors le fait de l'avoir introduit, c'est un problème parce que d'une part c'est un corps étranger, en plus bon ça nous bouche les trompes, voilà. Mais le fait de le retirer, ça va créer de l'espace à un endroit qui était plein, donc pareil. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous n'avez pas de symptômes, alors, si vous n'avez pas d'effet secondaire, de toute façon, ça a été fait maintenant, c'est de ne pas le retirer. Retirer un corps étranger est aussi problématique que de mettre un corps étranger dans le corps. D'ailleurs, alors, c'est une référence un peu dramatique, mais au Moyen Âge notamment, parfois, ou même des personnes qui ont une balle dans le corps, parfois on sait que qu'on risque de tuer la personne si on retire euh, l'embout de la flèche, par exemple, ou la balle. Et du coup, on n'y touche pas. Donc, bon, là, j'ai un peu poussé le bouchon. J'ai un peu poussé le ressort. Mais c'est juste pour dire, à chaque fois, en fait, vous créez de l'espace. Dans l'espace, Vata augmente et peut créer des symptômes. Et plus l'espace est important et qu'elle va... Voilà. Donc, si vous n'avez pas de symptômes, je vous déconseillerais de l'enlever. Euh, alors, pouvez-vous me dire si le parcours Phoenix du Centre et Michigan par Fabrice Jordan sur la transformation personnelle indiquée, inspirée du Tao, est une formation qui me serait bénéfique? Alors, on refait. Parcours Phoenix. Alors, je refais la même technique sur une même ligne. Phoenix, c'est quoi? Centre Mingshan de Fabrice Jordan. Et on va mettre, c'est Isabelle. Isabelle Jordan. Isabelle pour Isabelle.
Hmm, le- Alors, ce qui ressort, c'est que en clairvoyance, le parcours phénix s'éloigne d'Isabelle. Ce qui peut signifier que, en fait, ça risque d'être un programme qui, moi, je ressens que c'est un programme qui peut être très dur à faire et à suivre, qui est très demandant. Donc, j'aurais plutôt tendance à répondre non, parce que c'est un programme trop difficile. C'est ce que j'aurais comme information là-dessus, si j'utilise cette méthode-là. Ma belle-sœur a eu de graves problèmes de santé suite à la pose des sur. Ok. Bon, bah merci pour votre témoignage, Estelle. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, ben, c'est notre premier YouTube Live du mois de 2026. Euh, donc tous les mois, je poste sur Instagram sur le premier mardi de chaque mois et le deuxième mardi de chaque mois, je poste comme quoi il va y avoir un YouTube Live. J'ai besoin d'une dizaine de questions pour que le YouTube Live puisse continuer à exister. Et là, il m'a fallu 3 mois pour avoir suffisamment de matière. Donc voilà, juste pour vous dire que votre participation est cruciale pour qu'on puisse continuer si vous le souhaitez. Après, ça peut être quelque chose où vous avez envie d'un autre format également, puisque ça existe quand même, on est au 51e, donc ça commence à faire. Donc voilà, donc je vais remettre le mois prochain, au mois d'avril, les annonces sur Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, vous m'envoyez autour du début du mois un message par téléphone, par exemple, en disant, voilà, j'aimerais telle question pour le YouTube Live. Voilà. Donc, j'étais ravie de vous retrouver. C'est vraiment un plaisir de faire ces YouTube Live. Je vous souhaite ben, un très bon printemps qui est quand même déjà arrivé. Et donc, je vous retrouve, j'espère, le mois prochain pour un nouveau YouTube Live. À très bientôt.